Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 8 avril. Elles étaient 7740 jeunes Françaises à participer aujourd'hui pour la première fois à la journée d'appel de préparation à la défense, une journée jugée trop courte par certaines. Des milliers de Tunisiens ont assisté cet après-midi aux funérailles du père de l'indépendance, Habib Bourguiba, à Monastir. Pour des raisons de sécurité, le parcours du cortège a été réduit. Visite guidée pour les journalistes étrangers sur les côtes de Bretagne. Objectif, montrer que les plages ont bien été nettoyées après la marée noire. L'enfer du dimanche, c'est le titre du nouveau film d'Oliver Stone qui décrit le monde du football américain. Un film qui met l'accent sur les dérives du sport le plus populaire des États-Unis. Avec nous, dans ce journal en direct de Cognac, Oliver Stone nous expliquera cette passion. Elles sont venues curieuses et parfois inquiètes, elles sont reparties frustrées ou contentes. Près de 7500 jeunes filles ont participé à la première journée d'appel de préparation à la défense qui désormais remplace le service militaire. Au cours de cette journée, elles ont pu découvrir les enjeux de la défense nationale. Elles ont été aussi soumises aux tests de lecture et d'écriture, tout comme les 7500 jeunes gens qui y participaient également. Christine Beauce et Patrice Schumacher sont allées tourner au 1er régiment du génie d'Ilkirch dans la banlieue de Strasbourg. Un bastion masculin est tombé ce matin. Les jeunes filles ont fait une entrée remarquée dans les casernes françaises. 1er régiment du génie d'Ilkirch, elles sont une quarantaine de jeunes filles âgées de 17 ans à inaugurer cette journée d'appel de préparation à la défense en revendiquant cette nouvelle forme de parité. Moi je pense que c'est avec des journées comme ça que la parité homme-femme, ça progressera, quoi. C'est déjà un pas en avant sur plus d'égalité. Reçu. Contrairement à ces appelés, parmi les derniers à effectuer un service national de 10 mois, les jeunes garçons et filles convoqués aujourd'hui ne connaîtront les joies de la caserne qu'une seule journée, une journée au programme rodé, film sur le rôle de l'armée, 27 régiments et formations diverses. Conférence sur les enjeux de la défense. Il s'agit d'inculquer quelques rudiments sur l'armée et développer l'esprit civique. Et les filles n'étaient pas en reste. La présence des jeunes filles lors de cette journée a apporté du dynamisme à tout le groupe. Et ça s'est ressenti aussi bien dans les pauses que dans les interventions et au repas de midi aussi. Attention plus soutenue, les filles sont fidèles à leur réputation. Bilan de cette journée unique. Je trouve que oui, c'est pas mal. Au début j'étais un peu réticente, mais finalement ça permet d'avoir une idée plus précise de l'armée et qu'effectivement il y a beaucoup de métiers qui se rapportent à ça. Donc je trouve que c'est pas mal. Ouais. En attendant, les jeunes filles ont planché comme les garçons sur les fameux tests qui permettront de détecter les cas d'illettrisme. Aujourd'hui, les 8000 pionnières sont reparties avec un certificat de participation, un sésame indispensable pour passer le permis de conduire ou certains examens. Dans un message transmis aux jeunes appelés, Jacques Chirac a insisté sur l'importance de cette journée qui doit donner le sentiment d'appartenir à une même communauté nationale et consacre, dit-il, l'égalité de tous les citoyens, hommes et femmes. Certaines ont été sensibles à l'argument, pour d'autres, au contraire, cette journée était une contrainte. Laetitia Legendre et Nadine Picard ont passé leur journée, elles aussi, à la base aéronavale de Duny, près du Bourget, pour recueillir leurs impressions. Ce matin, elles ont toutes répondu présentes à cette première journée de préparation à la défense. Une étape historique pour la parité homme-femme, la première fois pour ces jeunes filles qui participent à ce service militaire nouvelle formule. Les parents étaient venus soutenir ces recrues d'un jour. Un petit peu ça aussi, comme on dit, à la peur, mais ça va quand même. Et pour vous, ça représente quoi? Ça fait tellement longtemps que j'ai fait, alors donc comme pour le ramener ici pour la première fois, ça me fait drôle, quoi. Bonjour. Certaines y vont un peu à reculons. J'aime pas du tout. Je déteste l'armée, mais bon. Pour d'autres, cette journée est vécue comme une revanche. À chaque fois, on dit qu'on est inférieur aux hommes, alors pas du tout. On était supérieur même. Mais ces lycéennes de 17 ans sont toutes curieuses de cette nouveauté. La parité à l'armée leur semble une évolution intéressante, mais beaucoup ne sont venus que pour le certificat nécessaire à leur inscription aux examens et à l'obtention du permis de conduire. Si c'était facultatif, je ne serais pas venue, c'est clair. Le test dure 20 minutes. Diaporama et test, une journée chargée pour sensibiliser à la défense, évaluer les difficultés en français. Une étape incontournable où la libération de la femme n'a pas trouvé sa place.
Ils ont parlé de l'histoire, de la défense, du président de la République et tout, mais ils n'ont pas parlé des femmes. C'est pas, j'ai pas encore compris. Ouais, moi non plus. Une journée pour susciter chez ces adolescentes la vocation militaire. J'aurais bien aimé faire un truc dans l'armée, aussi, ouais. franchement. Ouais. Franchement, ouais. J'ai souvent dit à mon père, j'aurais bien aimé faire un truc parachute et tout. Franchement, ouais, j'aurais bien aimé. 17h, enfin la remise du certificat. Félicite, faites la bise au maire. Pour la majorité de ces jeunes filles, ce sera l'unique contact de leur vie citoyenne avec l'armée. Alain Richard, le ministre de la Défense, qui a rencontré les jeunes participants à cette première journée, a indiqué que l'expérience pourrait être renouvelée pour les volontaires. Une deuxième journée de ce type est en effet à l'étude. Et puis rappelons qu'il reste tout de même 150 000 jeunes gens qui devront effectuer leur service militaire de 10 mois, cette fois, d'ici le 31 décembre 2002. Le prix de l'essence devrait baisser de 15 à 16 centimes à la pompe, a annoncé Christian Perret, secrétaire d'État à l'industrie. Une diminution aussi bienvenue qu'inhabituelle. L'essence avait augmenté de plus d'1 franc au cours des derniers mois. Aujourd'hui, il s'agit essentiellement de diminuer la TVA. Explication Marie-Pierre Samitier et Yann Moine. Le cauchemar des automobilistes, le voici, le prix de l'essence. En annonçant la baisse du prix du carburant d'ici 3 semaines, le gouvernement espère apaiser la grogne persistante des automobilistes. Ça ne baisse jamais, en général ça monte tout le temps, ça ne baisse jamais. Donc là, pour une fois que ça peut baisser, c'est pas mal. Je pense que c'est une fanfaronnade du gouvernement, car il a augmenté en un an de 1 franc le litre, ce qui fait à peu près, si on compte en pourcentage sur le prix de l'essence, ça paye presque 15% d'augmentation, alors qu'il baisse de 2%, c'est comme s'il avait augmenté en un an de 13,5%. Deux raisons à cette diminution de 15 ou 16 centimes par litre d'essence. Tout d'abord, la baisse de la TVA qui est passée de 20,6% à 19,6% le 1er avril. Mais c'est surtout la baisse du prix du baril de pétrole qui entraîne la diminution du prix de l'essence. Le cours du brut a chuté il y a quelques jours lorsque les 11 membres de l'OPEP ont annoncé qu'ils allaient augmenter leur production. En ouvrant les vannes, les producteurs du Golfe font chuter les prix. Et oui, automobilistes, ce n'est pas un mirage mais un virage, amorcé pour la première fois depuis longtemps. Après la flambée de ces derniers mois, s'amorce donc une trêve des prix, en grande partie grâce aux pays producteurs de pétrole. Et puis à Lisbonne, au Portugal, Laurent Fabius, qui rencontrait ses homologues européens des finances, a précisé les termes du nouveau plan fiscal dans lequel il prévoit une baisse d'impôts de 170 milliards de francs d'ici 2002, dont 80 milliards de baisse d'impôts donc dès cette année. Des milliers de Tunisiens se sont rendus aujourd'hui dans la ville côtière de Monastir pour assister aux funérailles du héros de l'indépendance, Habib Bourguiba, décédé jeudi à l'âge de 97 ans. Une cérémonie qui a eu lieu en présence de nombreuses personnalités étrangères, dont le président français Jacques Chirac, accompagné par Jean-Pierre Chevènement et Philippe Séguin. Le parcours du cortège funèbre a été sensiblement réduit pour des raisons de sécurité, comme nous l'expliquent nos envoyés spéciaux Jérôme Bonny et Gilles Jacquier. C'est précédé par des forces spéciales de la police que le cortège funèbre arrive au centre de Monastir. Une clameur monte de la foule qui entonne l'hymne national. Derrière le cercueil, le président Chirac et Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, Habib Bourguiba Junior, fils du défunt, les présidents tunisiens, Ben Ali, algériens, Bouteflika, ainsi que Yasser Arafat, président de l'autorité palestinienne. Initialement, le cortège devait parcourir plusieurs kilomètres, mais finalement, sans doute par crainte de débordement, les autorités ont préféré réduire la cérémonie à son strict minimum, 300 mètres sur l'esplanade devant le mausolée. Toute l'après-midi, la police s'était employée à contenir la ferveur de la foule, frustré de ne pouvoir approcher de plus près la dépouille du combattant suprême. C'est mon père, ça. Mon père. Une foule qui s'est sentie un peu écartée du dernier voyage du célèbre enfant du pays. Beaucoup de femmes n'ont pas résisté à la pression. Des incidents qui auront troublé cette journée de deuil où toute la Tunisie pleurait son père fondateur, son libérateur, dont le destin s'est confondu avec l'histoire du pays. Parmi les privilégiés qui ont pu suivre le cercueil, des proches du pouvoir actuel,
mais aussi des anciens combattants de la lutte de libération, des Tunisiens qui ont connu les geôles françaises. Il a laissé de bonnes traces en Tunisie, alors nous l'aimons par cœur, voilà. Toute la Tunisie aime Habib Bourguiba, voilà. Habib Bourguiba repose maintenant dans ce mausolée qu'il avait fait construire pour sa famille. Même s'il avait été écarté du pouvoir il y a 13 ans déjà, sa disparition fait un grand vide dans la société tunisienne. Ce pays qui brille par sa réussite économique, mais qui est toujours à la recherche d'un véritable exercice des libertés publiques. Élections législatives en Grèce. Demain, près de 9 millions d'électeurs vont devoir départager les socialistes du PASOK, au pouvoir depuis 7 ans, de leurs rivaux conservateurs. En Grèce, où le vote est obligatoire, près d'1 million d'Athéniens ont déjà quitté la ville pour se rendre dans leur circonscription. Commentaire Gérard Grisbeck. Une campagne électorale à l'américaine, un spectacle à la Jean-Michel Jarre. La Grèce est peut-être le dernier pays de l'Union européenne à pouvoir encore mobiliser autant de personnes dans la rue pour des élections législatives. Une campagne qui ne se réduit pas à des débats télévisés. Alors les deux grands partis se sont longuement invectivés, les deux grands partis dirigés par les deux Costa. Costa Simitis, qui depuis la mort d'Andreas Papandréou a su rénover le PASOK, le Parti socialiste. Premier ministre, il a mis fin à toutes les ambiguïtés de la Grèce vis-à-vis de l'Europe et de la Turquie. Costa Simitis est un Européen convaincu. Son pays adhérera à la zone euro le 1er janvier prochain et le veto de la future adhésion de la Turquie à l'Europe a été levé. Face à lui, Costa Karamanlis, le neveu de Constantin Karamanlis, le chef historique de la droite. Une droite, la nouvelle démocratie, qui s'est donné un jeune leader de 44 ans pour dire que 20 ans de socialisme ça suffit, car si l'on accepte l'intermède de droite entre 89 et 93, le PASOK est bien au pouvoir depuis 20 ans. Alors pour gagner des voix, la droite a fait campagne sur la fracture sociale, sur la précarité de l'emploi. Si la Grèce a changé ces 4 dernières années, si l'endettement s'est réduit, si la croissance est à 3,5%, on parle aujourd'hui de miracle grec, là comme ailleurs, les salariés se mobilisent pour en réclamer les fruits, plus de pouvoir d'achat et la semaine de 35 heures. Environ 2,5 millions de Bosniaques ont élu aujourd'hui leurs différents conseillers municipaux, notamment à Sarajevo. Des élections encouragées par la communauté internationale. Le vote s'est déroulé sans incident et les résultats devraient être connus lundi. Elian González, le petit Cubain de 6 ans recueilli en Floride depuis le naufrage et le décès de sa mère en novembre dernier, alors qu'il tentait de fuir le régime castriste, devrait être rendu à son père. C'est ce qu'a décidé la ministre de la Justice, Janet Reno, après un entretien avec ce dernier. Mais pour l'instant, le petit garçon n'a toujours pas pu rencontrer son père. Explication, Jacques Cardoz. Elian et le drapeau américain. Dernier épisode d'une série qui dure depuis maintenant 5 mois. C'est la dernière image en date d'une bataille médiatico-diplomatique que se livrent les États-Unis et Cuba à propos de l'avenir du garçon. En novembre dernier, comme beaucoup d'autres avant lui, Elian, accompagné de sa mère, décide de fuir Cuba. Après le naufrage de son embarcation et la mort de sa mère, il est recueilli chez son grand-oncle anticastriste de Miami. L'épisode, tristement banal, émeut pourtant l'Amérique. Mais aujourd'hui, le garçon devrait retrouver son père cubain. Celui-ci a quitté la Havane jeudi, sans doute nourri des meilleurs conseils diplomatiques de Fidel Castro. Depuis, Juan González a pu obtenir des autorités américaines le droit de retrouver son fils. La rencontre est prévue pour la semaine prochaine. C'est la ministre de la Justice qui l'annonce. Dès le début de la semaine prochaine, nous allons donner des instructions pour savoir quand et où Elian et son père se rencontreront. Dès lors, les services de l'immigration transféreront la garde au père. Et la ministre de la Justice d'annoncer que la famille chez qui Elian est domiciliée depuis 5 mois a l'intention de se soumettre à la décision du gouvernement de Bill Clinton. Une rencontre avec des psychiatres et des psychologues devrait se tenir lundi sur les conditions du transfert d'Elian. Mais reste à savoir comment la communauté cubaine anticastriste de Miami réagira au retour du petit enfant. Les autorités craignent des manifestations violentes. Elles ont d'ailleurs déjà fait savoir que les télévisions pourront retransmettre l'événement.
Voyage organisé pour la presse étrangère sur les côtes bretonnes aujourd'hui afin de promouvoir le tourisme français. La presse internationale était invitée à visiter les plages nettoyées après la marée noire. Olivier Sioux et Christian Paulet ont suivi leurs confrères étrangers sur les plages sud du Finistère. Reportage sur les reporters. Débarquement en force sur le littoral breton. Le temps d'une visite au pas de course. Voici une vingtaine de journalistes européens lâchés sur une plage du Finistère à la recherche de la seule information importante du moment. Tu n'as pas peur? Bah non, voyons la plage, bah non, parce qu'elle est un peu sale. Qu'on se le dise en effet, dans les chaumières hollandaises, allemandes ou suisses, nos belles plages bretonnes sont impeccables. Rares sont de toute façon ceux de nos confrères européens qui vont chercher la petite bête et la galette de fioul en dehors des sentiers battus. Vous direz à vos lecteurs de venir en Bretagne cet été? Si vous allez en Bretagne avec vos enfants et qu'ils veulent jouer dans les rochers, vous avez intérêt à vérifier avant s'ils peuvent le faire. Parce que si les jeunes enfants viennent jouer ici, ils risquent de se mettre du fioul partout. Très entourés par la meute journalistique, les élus, eux, en profitent pour enfoncer le clou. L'important, c'est aujourd'hui, on a nettoyé. Maintenant, il faut vider ce qu'il y a dans le bateau et après, on sera tranquille. Et après, il faut réglementer. Que les journalistes étrangers viennent nous voir et nous posent les questions, viennent voir sur place, je crois qu'il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel de venir voir sur place et de constater que le travail a été fait et bien fait. La Bretagne n'a rien à cacher. La Bretagne n'a surtout rien à cacher. Une visite en tout cas soigneusement cadrée. La Bretagne a, il est vrai, grand besoin ces temps-ci de redorer son blason, même si les choses apparemment s'améliorent. On s'aperçoit qu'entre la fin février où on a fait les premières évaluations et maintenant, le contexte a un petit peu changé. On espère qu'avec ces actions de presse, il y aura un regain d'intérêt pour la destination cet été. À défaut de coquillages, certains auront au moins ramené le son de la mer, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Plus au sud, en Charente-Maritime, les habitants du village de Montendre s'étaient mobilisés aujourd'hui pour nettoyer la forêt après la tempête du mois de décembre. Dans cette région très touristique, on prépare aussi la saison. Christophe de Valembras et Nicolas Gruot. Les travailleurs communs, ça. Oh, on va monter la côte, là. Ils ont répondu présents, solidaires. La mobilisation aujourd'hui des habitants de Montendre dans le sud de la Charente-Maritime. Ils sont venus donner ensemble un coup de main à nettoyer leur forêt saccagée par la tempête fin décembre. Au début, je suis resté pendant plus de 15 jours sans pouvoir venir ici à cause de... je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça me vrillait les tripes, quoi. Ça me donnait envie de chialer. Alors aujourd'hui, il est venu comme les autres, aider à rendre sa forêt un peu plus belle, un peu plus noble. On a décidé de nettoyer les abords du lac. Ce n'est pas la zone la plus touchée du secteur, mais on espère ici cet été près de 10 000 vacanciers. Si on veut que les touristes reviennent, il faut qu'on nettoie le lac, il n'y a pas d'histoire. Hein. Ils vont trouver un lac qui sera propre. Il y aura peut-être que les souches qui resteront, mais ils verront l'effort que les gens de Montendre auront fait. C'est une solidarité normale. Je dirais que c'est à peu près la même chose que nos collègues des zones qui ont été touchées par l'Erika. Ils ont nettoyé leurs plages, on peut se baigner, quoi. Nous, on pourra venir dans nos forêts. Des forêts accessibles, plus propres, mais surtout plus sûres. Car ces amas de branchages morts et secs que l'on entasse pour mieux les détruire sont un combustible parfait. Ce côté-ci, si jamais ce n'était pas nettoyé, le risque incendie serait d'une importance capitale pour nous. Et connaissant les vents que l'on connaît cette année, quand la végétation est en train de brûler, le vent transporte les brindilles en flammes et allume la totalité du massif forestier. 1000 hectares menacés. Aujourd'hui, 2, au mieux 3, ont été nettoyés. Mais la mobilisation populaire de Montendre était aussi un exemple pour appeler à la vigilance, à la responsabilité de chacun cet été pour éviter les incendies. Le torchon brûle entre Charles Pasqua et Philippe de Villiers. L'élection des secrétaires départementaux de leur mouvement, le RPF, a donné lieu à de nombreux conflits. Les partisans de Philippe de Villiers ont gagné la plupart des postes. Et depuis, la lutte des clans fait rage. Reportage à Lyon d'Arnaud Boutet et Valérie Lucas. Ses opposants au sein du RPF le considèrent comme un mauvais perdant. Gerbert Rambaud, proche de Charles Pasqua, n'a pas été élu à la tête de sa fédération. Alors aujourd'hui, il accuse le camp adverse, les amis de Philippe de Villiers.
Alors que s'est-il passé ici le 11 mars dernier? Ici, ça a été, je dirais, le lieu de ce samedi noir du RPF, puisqu'on a eu l'élection de toutes les structures départementales qui se sont déroulées, et puis finalement, ça a été la victoire d'un clan qui a pris le contrôle du RPF du département. À sa permanence parlementaire, Florence Kuntz reçoit des militants RPF un peu déboussolés. Des Pasquoyens qui ne veulent pas travailler avec la nouvelle direction villiériste. La toute jeune famille RPF se déchire. Cette mouvance, c'est à droite, est très organisée, beaucoup plus peut-être que nous, puisqu'elle vit de façon sectaire depuis un certain nombre d'années entre eux. Ils ont pu de cette façon remporter certaines élections. Celui qu'ils visent siège ici, au Conseil régional. Patrick Louis, leur nouveau patron en Rhône-Alpes, est un ami de Philippe de Villiers et de Charles Millon. Et pour les municipales, il n'exclut pas que Charles Millon défende les couleurs du RPF. Si on veut que la ville de Lyon ne passe pas à gauche, il faudra passer par un grand rassemblement avec le RPF au cœur, fort et inébranlable. Et il faudra que l'on ait un rassemblement qui a des radicaux jusqu'à Millon, ça c'est sûr. Problème, le nom de Millon divise une nouvelle fois les militants. Oui, il y a eu des tiraillements au sein du mouvement, mais ceci dit, ils sont logiques, ils sont naturels. Par contre, la charte du RPF est extrêmement claire. Il y est écrit que la souveraineté nationale constitue une priorité. Mais au RPF, cela ne suffit plus pour atténuer les conflits. Autre genre de grogne, celle qui saisit les gendarmes français. Ils se plaignent de leurs conditions de travail et hier, près de Clermont-Ferrand, certaines de leurs épouses manifestaient pour protester contre les rythmes trop lourds et les salaires trop légers. Car les gendarmes, eux, n'ont pas le droit de manifester, encore moins de faire la grève. Enquête Pascal Doucet-Bon et Olivier Robert. Théoriquement, ils sont censés ne rien laisser paraître, ne rien dire. Mais la colère des gendarmes est de plus en plus visible. Elle ne fait que croître depuis 3 mois. Apparemment, c'est de la fête qu'est venue la fronde. Alors que les policiers mobilisés pour le réveillon touchaient une prime, les gendarmes ont dû s'en tenir à leur solde habituel. Depuis, ils envoient des lettres anonymes à toutes les rédactions. Ils y déplorent la mobilité obligatoire, plus de 50 heures de travail par semaine, trop peu de considération de leurs officiers supérieurs. Pourtant, depuis un précédent mouvement de grogne en 89, la gendarmerie dit mieux prendre en compte les soucis de ses troupes dans des commissions dites de participation. Commission de participation, on a un délégué gendarme et un délégué gradé qui sont chargés de ramener justement les éléments qui ne vont pas. C'est-à-dire les rapporter à leur propre hiérarchie? Tout à fait. Ouais, de 347 unités, vous me recevez? Mais la grogne est bien là, et c'est toujours sous le sceau de l'anonymat que les femmes de gendarmes acceptent de nous répondre. Toute prise de parole à visage découvert nuirait, disent-elles, à la carrière de leur mari. Une carrière dont la vie de famille se passerait bien, d'ailleurs. Et vous voyez votre mari combien d'heures par semaine? Ouf. Alors, voyons. Je me lève, prendre l'entrevoir, 20 minutes le matin. S'il arrive entre midi et 2, ça va, on arrive à manger ensemble. Autrement, bah, des fois, c'est même pas 5 minutes. Il a le temps de prendre la fourchette dans la main et la reposer parce que ça sonne et il faut y aller. Et le soir, 19h j'arrive, 19h05 je repars. Et après, il y a les patrouilles. La semaine dernière, devant les élèves officiers, Jacques Chirac saluait les 800 millions de francs débloqués par le gouvernement pour l'achat de matériel. Les gendarmes ne feront donc pas de leur grogne un point de discorde entre l'Élysée et Matignon. Ils en sont réduits à attendre de nouvelles mesures. Pour 2002, leur dit-on. Beaucoup trouvent cette échéance bien trop lointaine. C'est un art subtil, tout en finesse et qui réclame un nez attentif. Le concours des senteurs, ouvert aux amateurs, s'est tenu aujourd'hui à Grasse. Beaucoup de jeunes y ont participé et y ont découvert des fragrances nouvelles. Reportage Stéphane Amar et Hervé Pozzo. Dans cette salle d'examen un peu particulière, le nez n'est pas toujours vissé sur la copie. Il participe activement à la résolution des questions. Principale épreuve pratique du concours, reconnaître les 6 matières premières imprégnées sur les mouillettes. Je pense que c'est ou la narcisse ou l'iris. Voilà. Un des deux, je suis pas sûre. J'adore toutes les odeurs et les souvenirs que ça fait revenir.
Ouvert uniquement aux amateurs, le concours constitue une simple initiation à un métier qui fascine. Un bon nez peut distinguer et nommer 3000 fragrances, une mémoire sans faille, aussi indispensable qu'un vrai sens artistique. On va les mémoriser, on va prendre des notes, et puis ensuite, on les classe, ce qu'on appelle sur un orgue, comme en musique en quelque sorte. On va prendre ces notes, on va le mélanger, on va faire des accords de 2, 3 produits, 4 produits, et puis ensuite on va faire des parfums. Alors ça peut aller, un parfum peut avoir 50, 60, 300 produits à l'intérieur. Oh, c'est excellent, venez sentir. Jacques Morel, l'un des grands nez de Grasse, propose aux amateurs de parfums de composer eux-mêmes leur mélodie olfactive. Il travaille pour un des derniers parfumeurs artisanaux de la ville et se flatte de concevoir ses produits à l'ancienne. De plus en plus, on sort des parfums américanisés, c'est-à-dire violents et de moins en moins de produits naturels. Ce qui est dommage pour la parfumerie française. L'aura de la parfumerie grassoise n'a pas résisté à la concurrence internationale. Ici, les usines ont débauché massivement, mais le rêve, lui, a perduré. Chaque année, des dizaines de milliers de touristes viennent visiter la capitale mondiale du pays des senteurs. C'est une fresque parfois brutale, une saga sur les dérives du sport le plus populaire des États-Unis, c'est-à-dire le football américain. Un jeu qui se joue à la main avec un ballon ovale, mais qui est très éloigné du rugby tel que nous le connaissons. Oliver Stone, réalisateur, acteur de ce film, mais aussi amateur de football, en dénonce les excès. Il est aussi président du jury du festival du film policier qui se tient actuellement à Cognac. Reportage, portraits et extraits avec Nicole Cornu-Langlois et Bernard Connor. Anticonformiste et fier de l'être, électron libre, hors la loi du cinéma américain, Oliver Stone met soudain ses charentaises et révèle un autre visage. Il est président du jury du festival de Cognac. Nouvelle fonction qu'il accomplit en perfectionniste, au point de recevoir la médaille d'honneur de la ville avec son copain Brian De Palma. Avec ça, je prononce le 18e festival du Cognac policier. Ouvert. Le polar prend alors d'assaut les habitants de Cognac. Mais certains continuent leurs occupations loin des écrans, de la peur et du sang. Ce sont les joueurs de l'Union amicale du football de Cognac. On est loin de la violence du football américain tel que le décrit Oliver Stone dans L'Enfer du dimanche. Il s'investit comme toujours avec passion dans une profusion d'informations visuelles et sonores, mais aussi avec humanité à travers les déboires d'un entraîneur sur le déclin. Ton père, tu m'entends? Ton père, lui, me laissait faire et ça marchait très bien. Oui, mais à l'époque, tu étais un battant. Tu avais de l'intensité. Quel que soit le respect que j'éprouve pour mon célèbre oncle Tony. Mais les joueurs ne sont plus sur la même longueur d'onde que toi, Tony. Dans un style frénétique et musclé, Oliver Stone dénonce cruauté, hystérie, machisme, drogue, délire, mais avec un certain lyrisme, il trahit aussi son attachement à des valeurs nobles, hors du temps. C'est une question de fric. Le football, c'est une entreprise. Il fait peut-être vendre des t-shirts, ce monde. Mais il est en train de réduire cette équipe en miettes. Eh ben alors ramasse! Oliver Stone, bonsoir. C'est au fond... C'est un film assez différent que celui que vous nous présentez là. Vous y défendez des valeurs plutôt inattendues venant de vous, virilité, effort, honneur, un peu de misogynie ici et là. C'est une satire ou un éloge? Je ne suis pas misogyniste, j'adore les femmes, vous savez ça, parce qu'on est sorti un soir, non, à Paris. Oui. Les six femmes dans le film, j'étais attaqué un petit peu, mais c'est 6 femmes vraies. C'est vrai. J'ai rencontré chacun de ces femmes dans un sens. Cameron Diaz, il y a une jeune fille, je ne vais pas dire l'équipe, qui monte maintenant. Elle va être le manager et le honneur, le patron. Et dans ce film-là, elle est avec sa mère, Anne-Margaret. Elle est veuve, Anne-Margaret. Elle a pris l'équipe. Et en vérité, Tony Al Pacino la traite très mal. Il la traite très mal. Mais quand même, ces valeurs... Ces valeurs très américaines de, encore une fois, effort. Est-ce qu'il y a une morale qui est un peu à un moment donné résumée par un de vos personnages qui dit quand on reste debout, on est un vrai homme et on s'en sort toujours? Non, on dit plutôt qu'à la fin du film, Pacino dit quelque chose de très beau. Il dit à Jamie Foxx, le jeune
nouveau champion. Qui s'appelle B-Man d'ailleurs, ce qui est presque un jeu de mots. Be a Man, oui, Jamie Foxx. Il dit, c'est 11 hommes ensemble qui regardent downfield, qui va ensemble. Ça, c'est une équipe, en même temps en synchronicité. C'est comme le rugby, c'est comme le football français, c'est comme le lacrosse, c'est beau. Et c'est ça que les gens manquent, parce que maintenant, on joue dans une culture, disons, mercenaires où les soldats, les joueurs vont d'une équipe à l'autre. Ici, à Barcelone, j'ai lu dans le journal, l'équipe de football était totalement hollandais. En France, vous avez tous les pays. Ça change. La monnaie, surtout en Amérique, a changé la culture. Oui, l'argent, et puis on voit des joueurs qui sont totalement soumis à la pression de l'argent, de la publicité, des médecins qui sont pas trop regardants en règles médicales et qui envoient sur le terrain des gens avec des santé parfois chancelantes. Oui, mais tu sais, c'était pas la raison de faire le film, parce que la corruption dans le football américain, c'est bien connu. C'est seulement les National Football League qui ne veulent pas savoir. Ils sont un petit peu comme le Disneyland. Tout le monde sait que ces joueurs sont des héros. Ils se cassent pour jouer, pour mettre le pain, pour donner le manger à leurs enfants, à leurs femmes. Oliver Stone, ils sacrifient. Vous jouez dans ce film. Est-ce que c'est pour assouvir une passion d'acteur ou une passion de supporter de football? Je m'amusais, tu sais, c'est un petit rôle, c'est tout. Je jouais plutôt le vieux, là, qui pensait à rien, un petit peu cynique, regarder les filles, se bourrer. Et à côté de moi, il y a le jeune synthétique, le nouveau anchor télévision qui dit tout, il est tout correct, il est très correct. Alors il y a cette bataille en Amérique entre le correct, le politically correct et la vérité. Ça c'est pourquoi je sais que vous m'allez attaquer pour mes 5 femmes, mais en Amérique il y a une espèce de film qui commence où il y a des femmes qui sont pas vraies. C'est des femmes complètement... Oui, on connaît pas ça en Europe. Idéalisées comme Julia Roberts. Ça n'a rien à faire avec la réalité. Je trouve que Cameron est beaucoup plus vrai. Une dernière question, Oliver Stone. Vous avez accepté d'être président du festival du film de Cognac. Ça vous plaît? C'est conforme à ce que vous imaginiez? Oui, bien sûr que j'ai jamais vu un festival en France qu'on peut se bourrer de cognac à côté de 5 flics qui sont des juges. Il y a des flics qui sont des juges, il y a des journalistes qui sont des juges. Tout le monde est un juge. Mais en vérité, j'ai vu 3 films américains qui ne vont pas avoir la distribution en Amérique, mais ils sont formidables, tous les 3, avec 3 grands acteurs, chacun, Christopher Walken, Kevin Spacey, et aujourd'hui c'était... je ne pourrais pas vous le dire. Non, avant. Je rappelle, merci en tout cas Oliver Stone d'avoir été... Kevin Spacey. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que votre film L'Enfer du dimanche sort sur les écrans en France la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Et bonne soirée et bonne continuation de festival. Spectacle inhabituel sur un court de tennis, c'était à Santiago du Chili. Lors d'une rencontre Chili-Argentine de la Coupe Davis, les joueurs ont dû évacuer le terrain précipitamment pour éviter les projectiles que lançait une foule en colère. Des incidents provoqués par une contestation d'arbitrage. Du coup, les 3 derniers matchs se joueront devant des gradins vides. C'est ce qu'a décidé la Fédération chilienne de tennis. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les 2 principaux titres. Elles étaient 7740 jeunes Françaises à participer aujourd'hui pour la première fois à la journée d'appel de préparation à la défense. Une journée jugée trop courte pour certaines. Et puis des milliers de Tunisiens ont assisté cet après-midi aux funérailles du père de l'indépendance, Habib Bourguiba, à Monastir. Mais pour des raisons de sécurité, le parcours du cortège a été réduit. Dans quelques instants, la météo d'Isabelle Martinet, puis 100% imprévu, présenté par Arnaud Poivre d'Arvor et Martine Vigne, suivi de Tout le monde en parle de Thierry Ardisson, et puis après minuit, la nuit du Caméton, 3 heures de coulisses du dernier Téléthon présenté par Sophie Davant. Demain à 7h, Théo Café, Catherine Sellac reçoit Maryse et Georges Wolinski. Midi, DMA, Paul Amar reçoit Monseigneur Lustiger et Trevor Rhys-Jones, garde du corps de Diana, première interview télévisée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain 13h. Très bonne soirée, au revoir.